gagnante. On l'a voulu ce nom parce qu'on pense qu'il est très porteur et il représente la séquence qui va suivre. Donc j'appelle Jean-Louis Sagne à venir animer cette séquence. Jean-Louis, tu es ingénieur territorial, tu es aussi expert filière à la canne. Et donc tu vas animer cette séquence sur les stratégies avec beaucoup de témoignages qui vont parler à la fois de la réduction des IFT mais également des données économiques. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jean-Michel, donc l'objectif de cette séquence, il est double. Hein. Il est d'abord d'illustrer un petit peu ce que vient de vous montrer Baptiste sur les réductions d'IFT. Donc, en vous présentant quelques exemples de systèmes de culture qui ont réussi justement à diminuer les phytos tout en gardant de bonnes performances économiques. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et le second, c'est à travers ces présentations, mais de partager un petit peu avec vous quelques éléments de la méthodologie en fait, qui est utilisée dans Défi. Donc, pour le premier point, donc, on vous propose de découvrir 6 ou 7 systèmes de culture. Parce que aussi bien ferme, donc je crois qu'il y en a 6 issus des réseaux ferme et un du réseau XP. Donc c'est clair qu'en 50 minutes, on ne peut pas balayer toutes les espèces, tous les types de systèmes de culture, mais on a pris le parti en fait d'essayer de voir ça sur différentes espèces. Et surtout de voir différentes stratégies de diminution des phytos. Donc on va commencer par des systèmes, les premiers systèmes, ça sera des systèmes, ce qu'on appelle en PFI, qui ont travaillé surtout sur le raisonnement de la lutte chimique, et au fil des systèmes, on ira vers des systèmes plus sur donc les premiers, c'est ce qu'on appelle l'efficience, et on ira plus sur des systèmes en substitution, en reconception, avec des modifications de systèmes un petit peu plus profondes. Oui, par rapport à ces systèmes, je préfère vous le dire d'avance, les systèmes qu'on va voir sur les fermes, il ne va pas forcément y avoir de nouvelles, on ne va pas découvrir de grands scoops en matière de nouvelles méthodes alternatives. Hein. On se situe sur des exploitations, sur des fermes. Sur ces réseaux défis, ça a été précisé par Virginie au début, les producteurs ne sont pas spécialement financés pour prendre des risques particuliers, donc c'est des choses relativement classiques, mais qui, de par leur mise en œuvre, ont permis de réduire les phytos. Donc je vais demander aux différents producteurs ou aux techniciens qui vont présenter leur système de culture de bien les restituer dans le contexte et de nous présenter les stratégies de lutte et les résultats obtenus. Alors tout ça en moins de 5-6 minutes, hein. Donc ça va être un peu le speed dating du système de culture, mais on va essayer de pas prendre davantage de retard. Et donc à travers ces présentations, comme je le disais, l'idée, ça sera un petit peu pour vous d'avoir quelques idées sur ce qui se fait concrètement dans les fermes défis, et peut-être de démystifier certaines notions. Hein. On parle beaucoup de systèmes de culture, mais ça paraît très conceptuel. À travers les témoignages, peut-être, l'idée c'est de voir que c'est quelque chose de relativement simple et de relativement logique. Donc j'arrête là. On a dit qu'on ne voulait pas prendre plus de retard, donc j'arrête là l'introduction. Et on va, pour passer à la diapo suivante. Oups. Voilà, donc on va accueillir Marc Fratantuano donc, pour présenter le premier système. Donc, Marc, bonjour. Donc, tu es conseiller, je pense que la plupart des gens ici te connaissent, tu es conseiller à la Chambre des Pyrénées-Orientales. Tu es 2 fois ingénieur réseau, c'est pour ça qu'on va te voir plusieurs fois. Et donc tu as choisi de nous présenter un système de culture sur l'exploitation de Monsieur Osei. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter un système de culture donc en PFI pêche. Donc, c'est une exploitation donc au sud de Perpignan, proche de Perpignan, où il y a 30 hectares de pêcher, donc 30 hectares de SAU, pardon, 25 hectares de pêcher, donc 3 hectares d'abricots en AB, 1 hectare de pommiers. Donc, c'est une exploitation donc qui est groupée autour du lieu d'habitation. Bon, ça peut apparaître
comme un détail, mais c'est un détail qui a son importance parce que ça donne beaucoup de réactivité donc, au producteur, parce que ce dernier, effectivement, peut réagir très vite. Hein. Et quand on est dans un système, comme le disait Jean-Louis, d'efficience, essayer de traiter le mieux possible, donc c'est un levier qui est quand même assez intéressant et qu'il faut prendre en compte. Donc on est dans un circuit long, hein, en pêche, donc avec un objectif globalement de réduction des résidus, hein, parce que dans beaucoup de cahiers des charges, donc le nombre de résidus détectés, de limite maximale de résidus détectés, doit être limité. Et dans son cas, donc on est généralement sur des cahiers des charges qui demandent moins de 3 résidus. Donc la particularité de cette exploitation, donc on est au sud de Perpignan. Pour les gens qui connaissent un peu, il y a un vent qui s'appelle la Tramontane, qui est un vent qui sèche. Et des fois, donc, on râle beaucoup après ce vent, mais par contre, au niveau du Monilia en particulier, Monilia sur fruits, donc à la récolte sur les pêches tardives, c'est quand même un élément qui limite énormément la pression Monilia. Donc c'est un côté, c'est plutôt, on va dire, plutôt positif. Donc voilà, donc le système de culture dont on va parler, ça va être celui du pêcher, évidemment. Alors, donc là, on est sur... je suis le premier, donc je vais peut-être passer un peu plus de temps sur cette présentation qui, pour nous, est devenue presque notre pain quotidien dans le cadre de défi, hein, n'est-ce pas, Jean-Louis? Donc, quand on regarde un petit peu ce SDC mis en perspective, en fait, globalement, donc on a donc... un objectif de production ici en moyenne de 25 tonnes hectares, toutes variétés confondues, avec moins de 3 résidus détectés. Les objectifs sanitaires donc sont assez simples. Ils tolèrent assez peu de dégâts sur fruits. C'est une exploitation, bon ça c'est son point de vue, donc il ne veut pas de pucerons parce que c'est une zone fortement attaquée par la charca. La charca, en fait, pour les gens qui connaissent peut-être pas, donc c'est une virose qui est très 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 contagieuse sur pêcher. Et il a quand même un niveau d'acceptation donc au niveau du sol, donc d'avoir une certaine salissure. Globalement donc en haut de cette échelle du temps, donc vous avez les moyens, les leviers donc culturaux, biologiques et biotechniques. Donc et en bas donc on a les biocontrôles et la lutte chimique. Donc globalement sur cette exploitation, donc on a des moyens biologiques et biotechniques qui sont mis en place sur des ravageurs parce qu'on a globalement plus de problèmes de ravageurs que de maladies. Au niveau des bioagresseurs, donc on a donc du piégeage massif et de la confusion sexuelle. Donc il fait une association de désherbage mécanique et de désherbage chimique. Et ensuite, donc, la majorité des leviers qu'il va utiliser, donc, d'une manière générale, c'est le raisonnement des traitements par de l'observation, par du piégeage, hein, donc travailler essentiellement sur tout ce qui est donc efficience. Hein. Donc voilà. Je passe à la diapo suivante. Donc quand on regarde un petit peu les bilans de campagne au niveau des maladies, bon comme je vous le disais, c'est une situation où on a plus de problèmes de ravageurs que de maladies. Donc au niveau des maladies, ça se passe plutôt bien et c'est bien contenu par les traitements. Par contre, bon, au niveau des ravageurs, il y a un petit peu plus de soucis, en particulier en 2017, où on a eu donc de la mouche méditerranéenne qui a posé quelques problèmes sur les pêches tardives. Donc c'est le petit smiley, c'est le petit smiley ici, donc ça s'est pas trop bien passé. Hein, bon, chez nous la mouche méditerranéenne donc est un ravageur qui est endémique, hein, donc il pose quand même pas mal de problèmes certaines années, en particulier quand on a des hivers relativement doux. Donc je ne fais pas le détail des différents ravageurs. Alors au niveau des rendements, bon globalement
Globalement, donc on a au niveau des IFT, pardon, commençons par prendre les choses à l'ordre. Donc on était au point zéro, ce qu'on appelle le point zéro. Donc dans le cadre des fermes, c'est on fait une moyenne sur 3 ans des pratiques, parce qu'effectivement un IFT, si on le prend que sur un an, des fois ça ne veut pas dire grand chose, ou on peut avoir des grosses variations en fonction de la climatologie. Donc au niveau du point zéro, on était autour de 25 IFT, et actuellement donc on est sur entre 15 et 18 IFT en fonction des années, en fonction des variétés. Par contre, donc, on a une hausse des rendements. On a eu une hausse des rendements parce que en même temps, donc, il y a eu un meilleur contrôle de la charcade sur cette exploitation, et donc les rendements ont eu tendance quand même plutôt à augmenter. Depuis qu'on travaille ensemble dans le cadre des filles. Donc les charges, bon, le chiffre d'affaires, évidemment, il a augmenté par rapport au rendement. Par contre, bon, les intrants phyto, alors ce qu'il faut savoir sur le pêcher, la réduction des intrants phyto en pêcher n'est pas une motivation de base pour les agriculteurs, parce qu'en fait un hectare de pêcher c'est plus ou moins 500 ou 600 heures de main d'œuvre à l'hectare. Donc les intrants phyto, ça va représenter entre 800 1000 euros à l'hectare. Donc la variation, ça fait pas énormément varier la marge, le fait d'augmenter ou de diminuer les intrants phyto. Mais donc si on regarde un petit peu sur le tableau, donc les niveaux d'intrants phyto hors biocontrôle vont de 428 euros jusqu'à 732 euros pour le plus tardive. Et ensuite, bon, vous avez le poids des biocontrôles, essentiellement confusion et cératite sur les tardives, mouches méditerranéennes, pardon, donc qui vont influencer le poids des biocontrôles. Voilà, okay. Jean-Louis. Donc, merci beaucoup. Donc les questions, on les garde. S'il y a des questions, on les garde pour la fin de la séquence. Donc merci pour cette présentation. Oh. Et donc on accueille Pascal Borioli. Donc Pascal, tu es directeur donc du GRCETA de Basse-Durance et animateur également d'un réseau défi en pomme-poire, en fruits à pépins. Et donc là, tu as choisi de nous présenter un système de culture sur l'exploitation de messieurs Meyer. Tout à fait. Donc un système de culture qui regroupe des pommes et des poires, un tout petit peu de vignes sur exploitation, sur un GAEC familial, donc une 30aine d'hectares en arbo, et tout en PFI avec des variétés, si je développe un peu plus ce système poire, adapté aux alternatives soufre-cuivre, puisque ce sont des William et de la Guyot. En pomme, sur les maladies, le point caractéristique de ce système de culture, c'est des méthodes alternatives type réduction de l'inoculum, avec le broyage des feuilles et la gestion de durée, notamment en pré-débourrement. Et également, donc, en termes de choix phyto, les réductions de doses de cuivre qui se sont développées depuis 7-8 ans, avec donc des IFT qui sont réduits par rapport à ces doses. Et tout au long de la campagne, donc un suivi phyto, donc géré dans le cadre d'une organisation collective, puisqu'on est à travers une OP, que les objectifs sont de l'ordre de 50 à 70 tonnes hectares sur une variété, et évidemment, dans le cadre de cette commercialisation destination de base GMS, de minimiser au maximum les dégâts, donc la volonté d'absence de dégâts sur fruits. Et avec des structures de conditionnement qui peuvent être étalées entre les différents membres de l'OP. Et donc à travers ces OAD, donc ces observations régulières du verger, donc ce sont des coûts de l'ordre de 150 à 200 hectares annuels, par rapport à du personnel dédié qui va passer sur une cadence de 10 à 15 jours sur les problématiques et les ravageurs et maladies. Si on bascule en poire et qu'on se rattache plus aux ravageurs, donc dans les méthodes biotechnologiques, on a évidemment tout ce qui est confusion, simple, voire combiné avec celle associant les phéromones tordeuses orientales. Et évidemment, les luttes biologiques par conservation, donc prédation, notamment forficule pour ce qui peut être puceron. Donc, où, dans le cadre de notre système de culture, le forficule devient un auxiliaire, au contraire du système de culture précédent, où on peut le considérer plutôt comme un ravageur.
Et toujours pareil, donc le développement de ces observations au verger, où là l'objectif de base c'est la gestion du psylle, puisque c'était notre problématique numéro 1 jusqu'au milieu des années 90, tout début 2000, et l'utilisation des méthodes alternatives combinant donc les choix clairs en matière phyto-insecticide, lutte contre le carpo avec la confusion, les virus, les impacts limités, pucerons mauves, puisqu'une seule intervention préflorale suffisait à gérer le problème. Donc on a pu, au bénéfice de ces choix, gérer le psylle, et aujourd'hui, malgré des tonnages qui restent intéressants pour le type de sol sur lequel on se trouve, donc entre 40 et 60 tonnes hectares en moyenne, on est donc sur des absences totales de dégâts. Vous avez par exemple en bas un exemple de stratégie à base de barrières physiques où le verger est blanchi avec de la kaolinite calcinée. En termes de résultats sur les IFT, donc en pomme, la figure du haut, donc on a une baisse régulière des IFT avec l'utilisation des confusions mixtes, carpocaps plus tordeuse orientale, évidemment les mini-doses de cuivre, le fait que le soufre ait été intégré dans les listes de biocontrôle et le fait que notre lutte par conservation, donc l'intérêt des auxiliaires, Aphelinus mali sur puceron en Niger, qui fait que la pression en Niger baisse avec une pression qui reste plutôt significative sur les types Pink, Lady, Braeburn, mais globalement l'exploitation, réduction du nombre d'interventions. Tout ce qui est acaricide, par les choix qui sont faits, c'est bien régulé. Et en poire, donc on a eu un optimum triennal sur la situation 2014-2015, avec des réductions significatives. On était tombé autour de 10 IFT. Et on a eu une remontée suite notamment aux pressions climatiques. On a eu notamment 2 printemps consécutifs relativement pluvieux. Et on a augmenté le nombre d'interventions de tavelure, même si les doses de cuivre sont intégrées. Et également des remontées de septoriose et sur William des problématiques de tavelure estivale. Au niveau des rendements, donc, c'est pas la modification des IFT ou des stratégies phyto qui a eu un impact spécifique. On a à l'occasion, entre guillemets, donc des contraintes climatiques liées aux chaleurs estivales, notamment sur les clones de Gala, où pour avoir la coloration de cette pomme bicolore, on essaie de décaler les récoltes au mieux et on a des fentes qui apparaissent. Ça peut faire cette année en 2018, c'est jusqu'à 35% d'écart de tri sur la première passe. On a en fonction des conditions climatiques également de pré-récolte des chutes physiologiques, très importantes cette année sur Braeburn avec une baisse de rendement. On a divisé de plus de la moitié le rendement hectare. Pour limiter les intrants main-d'œuvre, puisque dans le cadre de la performance du verger, c'est un de nos soucis de base, les stratégies d'éclaircissage peuvent conduire à des suréclaircissages en fonction des choix d'itinéraires techniques, donc sur Braeburn et sur Gala. Alors qu'en poire, au contraire, l'intégration des programmes d'éclaircissage chimique, notamment sur la variété Braeburn, a permis la régulation du retour à fleurs et l'augmentation des potentiels de production. En termes de chiffre d'affaires, à partir des chiffres donc forfaitaires, rien de particulier, puisque là, du coup, c'est directement corrélé au niveau de rendement. Mais à noter, en s'attachant plus à la problématique poire, que les stratégies mises en œuvre font qu'on n'a pas d'écart de tri en station. Le miela de psylle en étant la cause principale, et que les régulations dès l'hiver font qu'on s'économise même les barrières physiques en pré-récolte, et que du coup, il n'y a même pas de dépôt d'argile sur fruits, ce qui facilite la commercialisation, notamment GMS. On est pratiquement en absence de circuit court, là. Ok, donc voilà, la dernière diapo, c'était juste pour situer un petit peu les baisses une moyenne, voilà, c'est ça, triennale, avec donc sur le milieu de l'analyse, donc pratiquement une moitié, une réduction de 50% d'IFT, 46% dans ce qu'on a pu faire de mieux sur cette exploitation, et avec une remontée, donc, mais en moyenne sur la période, notamment en poire, on est sur une baisse de 25% d'IFT par rapport au point zéro.
Merci Pascal. Donc là, à travers ces deux exemples, on a vu un petit peu ce qui pouvait se faire entre guillemets, de mieux en termes de réduction d'IFT sur des exploitations en PFI, en travaillant essentiellement sur ce qu'on appelle des leviers d'efficience, c'est-à-dire tout ce qui est raisonnement de la lutte chimique. Donc on a vu que ça implique davantage d'observation, des contrôles, etc. Et les niveaux maxi de réduction, en général, c'est du 15-20%. Bon, là, on est à 25%, mais on est plus souvent sur du 15-20%. Donc maintenant, on va passer à un autre type de production. Donc on accueille Sylvain Delmotte, donc qui est producteur d'olives et d'huile d'olive dans le Var, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça va être un petit peu le même exercice. On va vous demander de présenter votre exploitation et vos systèmes de culture. Et si vous voulez, par contre, on m'a dit il faut se mettre sur le devant de la scène. D'accord. Pour être sous le feu des projecteurs. Carrément là. Voilà, au moins on me voit bien. Voilà. Donc moi je suis oléiculteur à Roquebrune-sur-Argence, donc c'est dans le Var près de Fréjus. Donc je fais de l'huile d'olive, des olives de table et puis aussi tout ce qui est pâte d'olive. Je suis également pépiniériste d'oliviers, spécialisé pour les variétés. Donc moi, ma particularité, c'est que notre domaine, on est un domaine familial. J'ai repris le domaine il y a 6 ans, c'était mes parents qui l'avaient créé. Et on fait que de la vente directe en circuit court, directement sur le domaine. Voilà, donc j'ai 9 hectares sur site tout un tenant. Et j'ai un fermage à une dizaine de kilomètres sur la commune de Fréjus. Donc là, vous voyez un petit plan de mon exploitation. Donc vous voyez, donc, ma particularité, c'est que je produis en monovariétal. Ça veut dire que je sépare chaque variété pour faire des huiles, un peu comme on peut avoir avec le vin et les cépages. On va avoir des huiles qui ont des goûts différents en fonction des variétés. Et donc on va observer des résistances par rapport aux maladies et tout spécifiques à ce niveau-là. Donc je suis situé proche de la mer. Donc pour nous, oléiculteurs, c'est plutôt un inconvénient parce qu'on est très sujet à la mouche de l'olive qui est notre principal ennemi pour la culture, ainsi qu'au cycloconium. C'est un champignon qui se développe sur le feuillage et qui fait chuter prématurément les feuilles et qui nuit du coup au bon développement des arbres. Voilà, donc qu'est-ce que... La stratégie de lutte sur ces deux principaux bioagresseurs, oui. La mouche de l'olive. Alors sur la mouche de l'olive, ça, voilà, vous la voyez en photo. Donc c'est une toute petite mouche qui va piquer le fruit. Une larve va se développer à l'intérieur et ça va le faire ou chuter ou si elle reste sur l'arbre, ça va oxyder l'huile et donc ça va être un défaut. Donc moi, mon objectif, c'est d'arriver à garder ma production. Donc moi, j'estime qu'il me faut environ 5000 litres d'huile pour que mon année soit satisfaisante. Et je veux avoir cette huile sans avoir le problème de la mouche qui pique et que ça dégrade la qualité. Donc voilà, mon objectif, c'est quantité plus qualité, surtout qu'on fait de la vente directe. Donc on essaye d'avoir le produit le plus propre possible. Après, au niveau des maladies sur le feuillage, maladie cryptogamique, vous voyez là, l'œil de paon, c'est un champignon qui se développe avec l'humidité quand on a des températures aux alentours de 15 degrés, donc surtout automne et beaucoup au printemps. Et moi, j'y suis très sensible parce que je suis en plaine. Donc c'est pas courant pour l'olivier et j'ai une pression plus importante que beaucoup de vergers. Donc bon, c'est compensé parce que j'ai un avantage pour cultiver, c'est très plat, c'est très facile. Par contre, il faut pas que je me rate à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce qui a évolué là, ces dernières années sur ces stratégies-là? Alors, sur ces stratégies, bon, moi j'étais en culture traditionnelle où je faisais un piégeage qui me permettait de déterminer le seuil de mouche dans mon verger et qui allait me faire déclencher mon traitement quand c'était nécessaire. Depuis quelques années, j'ai commencé à changer un peu ma manière de voir la lutte et je suis passé en lutte, on peut dire plus ou moins bio, à base d'argile. Donc c'est une barrière minérale qu'on va pulvériser sur l'arbre et qui va permettre de leurrer la mouche. Elle va plus se sentir sur une olive et du coup elle va aller chez les voisins, ailleurs. Donc du coup c'est pas une transition que j'ai faite tout de suite. Donc là vous le voyez avec l'évolution de ma courbe d'IFT. Donc en 2014 sur l'olivier c'était une année où il y a eu énormément de pression. Vous en avez peut-être entendu parler, on en avait beaucoup parlé à la télé, dans les journaux. Donc j'ai dû faire quand même pas mal de traitements. Donc on voit que j'ai un IFT qui est supérieur à 8. L'année suivante, ça a baissé un petit peu. J'avais un peu l'appréhension de l'année précédente, donc j'ai pas voulu me rater.
Donc on a quand même traité de manière un peu conséquente. 2016, on est arrivé sur des normes plus traditionnelles. Et à partir de 2017, vous voyez qu'il y a une partie biocontrôle qui apparaît. J'ai fait un essai sur environ 20-30% de ma surface cultivée avant de me lancer pleinement dans le bio, on va dire, que j'ai mis en place à partir de 2018. Donc là, c'est la première année qu'on a traité sans insecticides et on en est plutôt satisfait. Donc en dessous, au niveau des rendements par hectare, donc on peut voir qu'il y a des grosses disparités d'une année à l'autre. En 2014 notamment, donc c'était l'année très compliquée comme je viens de vous évoquer, ma production était très faible. Et l'année suivante, comme l'olivier il est très sujet à l'alternance, les oliviers se sont en quelque sorte un peu reposés. Et du coup l'année suivante, j'avais des beaux rameaux qui m'ont permis d'avoir une très belle fructification. Et donc c'est ce que vous voyez apparaître en 2015. Et après on a trouvé une stabilité un peu plus régulière sur les 3 années qui a suivi. Ok, et donc au niveau économique Au niveau économique, ça suit un petit peu près la courbe de ma production finalement. À part la dernière année où j'ai produit un petit peu moins, mais du fait qu'on est passé sans insecticides, ça nous a permis d'augmenter légèrement nos tarifs, et donc ça permet de garder un chiffre d'affaires à peu près stable. Ok. Voilà. Et on parle beaucoup de chiffre d'affaires. Au niveau des charges, Alors au niveau des charges, notre changement de stratégie avec le biocontrôle, ça nous a quand même occasionné, c'est un coût qui passe environ du simple au double pour l'olivier, au niveau coût proprement dit. Bon, par contre, après, moi, personnellement, je suis quand même très sensible à l'écologie et tout ça. Donc, ça m'intéressait d'y passer. Déjà pour proposer pour ma clientèle des produits le plus naturel possible. Et surtout pour mon confort à moi en tant qu'agriculteur, de plus m'empoisonner en quelque sorte avec les produits que je pouvais utiliser autrefois. Une précision, le coût des intrants, c'est pour les 10 hectares. Hein. Voilà, là c'est pour les 10 hectares, uniquement pour les 10 hectares. Et donc pour faire cette transition du traditionnel au bio, j'ai dû changer un petit peu mon matériel. Donc là c'est l'exemple d'un investissement que j'ai dû effectuer. C'est un pulvérisateur tiré pour mettre derrière le tracteur. Parce que l'argile c'est très corrosif et donc toutes les pompes de pulvérisateurs ne sont pas adaptées. Les pompes à piston ne supportent pas et généralement cèdent dans la première année. Et donc on a dû investir dans une pompe à membrane. C'était un peu la condition pour qu'on puisse réussir le challenge et diminuer un peu nos intrants pour la culture. Ok, merci beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être revoir aussi avec les prochaines présentations, dans les charges, des investissements spécifiques pour pouvoir mener à bien certains systèmes de culture. Donc merci Sylvain. Donc je ne vous représente pas Marc, c'est le même. Merci. Donc là maintenant tu vas nous présenter un autre système de culture, c'est les vergers de Véronique Pratt, si ma mémoire est bonne. En bio. Donc des vergers en bio, en abricot, mais toujours dans la même région. Voilà, toujours. Donc rebonjour. Donc nous voilà pour notre verger. Donc là on est sur un verger d'abricots. Un verger d'abricotier en bio. Donc c'est une exploitation qui a 60 hectares d'abricots en bio. Donc exploitation assez importante pour du bio. La particularité de cette exploitation, on est sur la région de Rivesaltes, donc au nord de Perpignan. La particularité de cette exploitation, c'est le calendrier de production, puisqu'on a un calendrier de production qui va à peu près du 15 mai jusqu'au 15 septembre, parce que l'objectif de ces producteurs, c'est de produire le plus longtemps possible. Donc on a des variétés évidemment précoces, de saison et tardives, donc avec toutes les particularités que peut amener ce calendrier de production. Et également, donc, on est un petit peu comme sur le RL Les Fauvettes, on a une pression Monilia sur fruits qui est assez faible, pour ne pas dire très très faible. Hein, donc c'est un petit peu quelque part une chance pour nous. Alors là, on est quand même sur une approche très systémique, où là, effectivement, on parle d'efficience, on peut parler également de substitution, et c'est un verger
qui est également en reconception. Parce que quand on passe un verger en bio, quand on fait une conversion de verger en bio, donc cette conversion elle est toujours progressive et on a un historique de verger, on a des anciennes variétés, on a des anciens vergers, donc et on fait passer progressivement le verger et on fait une reconception de verger, on en parlera dans une autre séquence. Donc l'objectif de cette exploitation, c'est un rendement quand même relativement élevé qui va se situer entre 15 et 20 tonnes hectares, donc un peu moins pour les précoces et un peu plus pour les tardives. Les objectifs sanitaires, donc il y a des tolérances donc au niveau des dégâts sur feuilles, mais assez peu de tolérance au niveau des dégâts sur fruits, dans la mesure où il y a un objectif de production qui est quand même relativement élevé. Au niveau des différents leviers utilisés, donc dans le cadre de la reconception, donc la première des choses, c'est donc éviter les variétés hypersensibles au Monilia, et on en parlera dans la séquence matériel végétal. Donc pour ce faire, donc on essaye autant que faire se peut de prendre des variétés avec des floribondités relativement élevées et de l'autofertilité. Également, donc, il y a un travail sur les densités de plantation, donc adapter la densité de plantation à la vigueur, et un travail assez intéressant sur la gestion de l'enherbement avec du roulage, avec pratiquement aucun broyage, afin de favoriser la lutte biologique par conservation. Sur ce verger également, pas mal de biocontrôles mis en place pour les tardives en particulier, donc puisque on a des problèmes d'anarcia, de tordeuse orientale, on a également des problèmes de cératite, de mouches méditerranéennes, et ponctuellement quelques problèmes de pucerons, mais enfin c'est pas très important. Au niveau des maladies, donc on a des soucis évidemment d'oïdium, qu'on retrouve ici, donc on a des soucis d'oïdium, et gros souci en abricot, c'est l'enroulement chlorotique, en bio, où là effectivement on a comme moyen uniquement l'argile calcinée, et force est de constater que dans le groupe défi que j'anime, la mortalité liée à l'enroulement chlorotique, donc qui est un phytoplasme, qui est quand même relativement élevé, puisque donc on est de l'ordre, pour le groupe, on est de l'ordre de 8% pour les gens qui sont en bio. Donc c'est un gros problème de 8% de mortalité annuelle. Et là, donc, il faut effectivement replanter en permanence. Sur le Monilia sur fleurs, donc on s'est orienté sur une lutte avec des microdoses d'hydroxyde de cuivre, donc souvent en mélange donc avec du soufre sur ces périodes-là, sur les périodes de floraison, donc, et ça fonctionne relativement bien. Donc au niveau de la maîtrise phyto, bien vous l'avez globalement. L'abricotier est une plante qui a beaucoup moins de bioagresseurs que le pêcher. Au niveau des monilioses, c'est à peu près bien maîtrisé grâce à de l'efficience et de la substitution, voire de la reconception. Au niveau de l'oïdium, c'est bien maîtrisé. Par contre, le point noir sur ces systèmes de culture en bio, dans nos conditions, c'est l'enroulement chlorotique, où on a quand même des mortalités qui sont très élevées. Au niveau des ravageurs, donc un petit bémol sur l'anarcia. Depuis on va dire 2 ans, parce que l'anarcia, donc qui est la petite mineuse du pêcher, qui parasite les variétés tardives d'abricots, d'autant que on a des pressions insecticides très très faibles durant la végétation. Donc globalement, on met en place des systèmes de piégeage et on a quand même des parcelles chaque année qui posent quelques problèmes, donc au niveau de l'anarcia. Mais enfin, bon, globalement, on a des dégâts, parfois quelques dommages économiques, mais après, bon, on met de la confusion sexuelle et ça se règle. Et la mouche, toujours avec une année 2017 compliquée. Comme je vous l'ai présenté sur le gag des fauvettes. Par contre, 2018, ça s'est très bien passé.
Les résultats en IFT et en rendement? Les résultats en IFT et en rendement, bon alors là les IFT donc chimiques hors biocontrôle sont très bas, donc en abricot, hein. Donc on est entre 2 et 4 parce que je vous le disais, la partie IFT chimique est essentiellement constituée par des cuivres, et donc des cuivres que l'on met en microdose, donc ça fait peu d'IFT. Ensuite on va faire des soufres et on va utiliser pas mal de biocontrôle, hein, donc que ce soit des baculovirus, que ce soit donc de la confusion sexuelle ou que ce soit du piège massif, hein. Les rendements sont assez stables, hein. Bon, en 2018, on a une baisse, mais c'est lié au gel, parce qu'on a eu une phase de gel, une période de gel pendant 2 nuits, donc le dernier jour de février 2018 et le premier jour de mars 2018, où on a eu des températures qui sont descendues jusqu'à -8, hein, pendant 12 heures. Donc on a eu un effet du gel. Donc c'est la raison pour laquelle 2018, donc on a un rendement beaucoup plus faible, mais c'est pas du tout lié au système de culture, c'est lié donc à des gelées exceptionnelles sur la zone littorale. Au niveau économique, hein, Au niveau économique, donc le chiffre d'affaires, il est étroitement lié donc au rendement, hein. Surtout quand on est en agriculture biologique. Bon, le rendement, c'est quand même la clé du chiffre d'affaires. Et donc globalement, le chiffre d'affaires se porte plutôt bien, hein, puisque bon, le marché quand même sur ce genre de produit est quand même assez porteur. Au niveau des intrants phyto, je vous dirais que c'est exactement la même chose que pour que pour le pêcher. Donc les intrants phyto, donc ils sont de l'ordre de on va dire de 600. Quand on met les biocontrôles et le phyto, donc on est environ aux alentours de 500 € en moyenne. 600 € plutôt en moyenne. Donc, mais là aussi, la réduction des intrants phyto, c'est important pour les agriculteurs, mais c'est le coût des intrants phyto ont peu d'impact sur le coût de production au niveau de l'abricot, puisque c'est essentiellement constitué de main d'œuvre. Et s'il y avait d'autres postes de charge peut-être à préciser? Les postes de charge à préciser, donc comme tu le dis, donc Jean-Louis, à juste titre, donc c'est le gros poste de charge, donc c'est l'enroulement chlorotique, hein. Donc sachant que dans le même groupe phyto, dans le même groupe de ferme défi, donc en conventionnel on est inférieur à 2%, donc on a 8 à 10% de mortalité d'arbres annuelle par le CA, donc en bio, et moins de 2% en conventionnel. Ça c'est un poste de charge qui va énormément influencer le rendement, puisqu'on a toujours un verger avec des jeunes arbres replantés. L'autre poste de charge donc important, donc c'est le désherbage mécanique, évidemment, puisqu'on est sur des vergers en goutte à goutte, où là on va faire 5 à 6 passages par an, avec pratiquement un tractoriste qui va être dédié donc au passage mécanique des outils type rasette ou autre outil ou autre fraise de travail du rang. Et ensuite, bon, les intrants phyto, on vient d'en parler. Ok, merci Marc donc pour cette présentation. Donc, on va rester, donc on va accueillir Philippe Planavergne. Donc Philippe, donc ouais, je fais défiler les photos. Donc Philippe, toi tu es arboriculteur sur la région de Montauban, producteur de pommes. Et tu vas nous parler d'un système de culture en résistante à velure. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc Philippe Planavergne, donc chef d'exploitation de la région de Tarn-et-Garonne, à côté de Montauban. 50 hectares de pommes. Donc sur cette exploitation, on a 2 systèmes de culture. Une en bio, l'autre en PFI. PFI donc avec différentes variétés pour échelonner donc les récoltes. Donc le système de culture choisi pour en discuter, donc c'est celui qu'on a reconverti en bio. Donc il a pu être reconverti
parce que ce sont des variétés qui sont résistantes à la tavelure. Donc on est dans une région où la tavelure est une des principales causes des principales causes, voilà. Donc la résistance tavelure, moi, pour pouvoir reconvertir mon verger, était essentielle. Donc la génétique, la résistance tavelure. Ok. Voilà. Donc, et ces variétés RT, chez toi, elles y sont depuis... Alors, elles sont implantées, le verger est implanté depuis 2006. Donc, c'est la variété Ariane. Donc, on s'était lancé là-dessus à l'époque, donc en conventionnel. Ça me permettait de faire déjà beaucoup moins de passages au niveau traitement. Donc ça me permettait d'augmenter ma surface en verger sans avoir besoin d'augmenter la main-d'œuvre. Donc ce choix m'a permis par la suite, étant donné que j'avais choisi ces variétés résistantes à tavelure, de passer à un système de reconversion bio. Voilà, donc les objectifs pour moi étaient absolument d'essayer de maintenir au maximum le rendement. Parce qu'on en parlait précédemment, mes collègues, c'est quand même le rendement qui fait le chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'était surtout de garder le tonnage de mes vergers et après d'avoir des pormes commercialisables avec un taux très important et essayer de se stabiliser comme dans le conventionnel. Et donc là, est-ce que tu considères que ces objectifs ont été atteints ? Oui, tout à fait. Oui. Donc sur l'ensemble, les objectifs ont été atteints. Donc les principales sources de soucis étaient surtout la tavelure, mais bon, la résistance nous a fortement aidé, et les pucerons. Mais bon, on a des produits qui nous permettent de les maîtriser correctement. Voilà. Donc en matière par rapport aux maladies et aux ravageurs, ça s'est plutôt bien passé ces oui, dernières totalement. années. On est globalement satisfait, même au niveau de la conservation, pour obtenir des pommes de qualité, quoi. Ok. Et donc si en matière d'évolution donc des IFT. Alors là, on voit bien que vraiment sur les années où c'est qu'on utilise des IFT, où c'est que l'année où c'est qu'on est passé en bio, on voit une forte chute des IFT chimiques, et par contre qui ont été remplacés par du biocontrôle, quoi. Et au passage, tu étais déjà dans les réseaux des filles au départ. Donc, tant que le verger était en conventionnel, il y avait quand même. C'est pas le fait d'être dans le réseau des filles qui systématiquement fait qu'on peut baisser les phytos, quoi. Au début, ça avait un peu de mal à. Enfin, si on regarde le schéma, c'est resté stable, et c'est vraiment le passage en bio, toi, qui t'a permis. Oui, c'est vraiment le passage à bio qui fait qu'on a des IFT qui se sont réduits. Après, on voit au niveau de rendement, en fait, les 2 années 2012 et 2015 sont des années d'accidents climatiques. 2012, des gelées, donc, mais vraiment très localisées sur le bassin de l'Aveyron, où c'est que l'exploitation se situe. Et 2015, manque de pollinisation. Voilà. Donc des choses sur lesquelles je n'ai pas pu remédier. Et pour le moment, au niveau donc, rendement, tout se passe bien. Donc l'année prochaine, on pourra vendre nos pommes donc, en bio. Voilà. Donc au niveau économique. Alors là, au niveau économique, ils ont été optimistes pour le conventionnel, pour les prix du conventionnel, et pessimiste pour les prix du bio. Mais bon, je conçois tout à fait ce système-là, mais en conventionnel, en Ariane, on n'obtenait pas du tout ces prix-là. Ouais, voilà, donc en fait, on a une différence sur le chiffre d'affaires qui est beaucoup plus importante entre le conventionnel et la baie, du moins sur mon exploitation. Voilà, tout en sachant qu'on ne sait pas si la baie va conserver les prix qu'on a à l'heure actuelle, quoi. Vous l'avez vu depuis le début, toutes les données de chiffre d'affaires, c'est des chiffres d'affaires reconstitués. C'est pas les vrais chiffres d'affaires. Donc on part des tonnages commercialisables, et il y a des prix forfaitaires en fonction des espèces, des types de commercialisation, etc. Mais on a aussi les données
verger par verger, mais pour faire des comparatifs, c'est plus simple de prendre des prix forfaitaires pour éviter les fluctuations, etc. Deux mots peut-être sur les charges et les nouveaux postes de charge qu'ont induit le passage au bio. Voilà, alors l'inquiétude, on vient d'en parler, c'était sur les phytos pour contrôler tout, puisqu'on a quand même moins d'outils pour faire ça, mais bon, en fait, on s'en sort très bien, et puis bon, les intrants n'ont pas été augmentés tant que ça, vu la montée du chiffre d'affaires. En fertilisation, dans le conventionnel, on pratique exactement la même chose. C'est uniquement au niveau de l'apport d'azote où c'est que là on a changé notre technique. On porte un engrais organique beaucoup plus concentré en matière azotée. Et après, mon gros souci, c'était tout ce qui était charge de main-d'œuvre. Donc, au niveau de l'entretien du rang, donc il a fallu faire des investissements. Alors, ces investissements, ils ont été choisis pour la rapidité de leur action, quoi. L'herbanet, il est passé uniquement 2 fois, que ce soit sur des parties que j'ai en goutte à goutte ou en aspersion. Voilà, et il n'entretient que véritablement le pied de l'arbre. Et puis une lame qui est passée très rapidement, à 6 km/h. Donc le verger est fait très rapidement, 2 fois également. On considère qu'il y a un peu de salissure, mais le verger à l'essentiel reste très propre et on évite toute la concurrence qu'il peut y avoir. Et puis après, évidemment, plus d'éclaircissage chimique. Donc on a investi sur l'éclairval, qui n'est pas une petite affaire. Mais bon, où c'est on est absolument satisfait de la technique. Voilà, qui nous a permis à peu près d'économiser 400 heures à l'hectare d'éclaircissage. Tout en sachant que c'est une opération mécanique qui, pour moi, n'était pas satisfaisante au niveau qualitatif. Donc derrière, il y a eu autour de 180 heures en plus d'éclaircissage manuel. Voilà, donc, mais sur lequel on a des résultats qui sont très intéressants, quoi. Ok, merci beaucoup Philippe. Voilà, merci. Donc, maintenant, on va accueillir Axel. Merci. On va accueillir Axel Rabourdin, donc, qui est conseiller agricole à Raisonnalpes. Donc c'est dans, je sais pas où en géographie, c'est les Hautes-Alpes, c'est ça ou les... C'est dans les Alpes du Sud. Je le résume comme ça, bien sûr. Il y en a 2, je me trompe à chaque fois. Donc tu vas nous présenter un autre système de pommiers en bio, donc chez Monsieur Chassian. Voilà, on a choisi de vous présenter cette exploitation qui se situe dans la région d'Avignon. Voilà, qui a une SAU de 33 hectares avec 6,8 hectares de vergers de pommiers. Voilà, et un peu de poirier également. Et le producteur a également une grosse part de vignes. Donc sur ce système de culture, sur cette exploitation, on a différents systèmes de culture. Donc le premier sur lequel on va porter le plus d'intérêt, c'est le système avec la variété Juliette, voilà, qui est en agriculture biologique. Il y a également 2 autres systèmes de culture, un en Gala en agriculture biologique et un en Pink Lady. Et bon, juste un petit point sur ce verger en Pink Lady. Les arbres de Pink Lady sont tombés cette année pour devenir des arbres en Juliette, parce qu'au final, la rentabilité était plus importante en Juliette qu'en Pink Lady. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans les diapos suivantes. Donc l'objectif final de l'exploitation, c'est le passage de la totalité de la surface en agriculture biologique et la réduction maximum du nombre de traitements. Donc là, on voit maintenant le décisionnel au fait de cette exploitation. Donc je vais faire la lumière uniquement sur les 3 leviers principaux qui sont les plus importants. Donc d'abord, c'est l'utilisation de la variété résistante à la tavelure et qui est également tolérante aux pucerons cendrés. Le producteur a également mis en place des filets altocarpaux sur une bonne partie des vergers en Juliette. Et il pratique également le désherbage mécanique.
Alors, les objectifs de production sont de 35 tonnes à l'hectare, avec un maximum de 20% d'industrie en verger. Voilà, et la stratégie chimique se résume à quelques passages de soufre et des doses réduites de cuivre. Pour ce qui est de la satisfaction maladie, je vais passer rapidement dessus. Tout va bien sur Juliette au niveau des maladies. Pour ce qui est des ravageurs, avec la tolérance aux pucerons et les haltes carpaux, on a une satisfaction sur tous les ravageurs. Je vais plutôt passer du temps sur la présentation des IFT. Donc on a des IFT ici qui sont inférieurs à 5 pour ce qui est de l'IFT chimique, et le reste est composé d'IFT de biocontrôle. On voit une légère augmentation au fur et à mesure des années. C'est dû au fait à l'augmentation de la surface de Juliette qui a pris la place d'anciens vergers de granit. Donc sur ces anciens vergers de granit ou de variétés conventionnelles, on a des pressions maladies qui sont légèrement plus importantes et qui nécessitent un peu plus de traitement. Au niveau des rendements, on les a ici. Donc globalement, ces rendements varient entre 25 et 32 tonnes hectares et sont plutôt stables au fur et à mesure des années. Si on regarde maintenant le chiffre d'affaires, donc bon, ça suit la ligne du rendement comme tout le monde. Bon, je vous ai mis ici une référence PFI. Au final, bon, si on regarde la moyenne du chiffre d'affaires sur les dernières années, moi j'ai calculé que c'était équivalent d'un chiffre d'affaires d'un producteur en PFI à 60 tonnes hectares avec des tarifs à 36 centimes. Voilà, donc on voit que lui, avec ses rendements entre 25 et 30 tonnes hectares, il fait la même chose qu'un PFI à 60 tonnes hectares et à 36 centimes. Au niveau des charges d'intrants, donc on a une stratégie phyto qui coûte aux environs de 300 € de l'hectare. Voilà, et il y a une parcelle de Juliette sur laquelle le producteur n'a pas mis de halte carpo. Et sur cette partie Juliette sans halte carpo, il faut rajouter un coût de la lutte contre le carpo qui est de 980 € de l'hectare. Et à cela, il faut rajouter les charges de main-d'œuvre, donc 4 passages de désherbage mécanique, et également la fermeture et l'ouverture des filets halte carpo. Je veux également parler des investissements. Donc dans ces investissements, il y a les filets halte carpo, donc qui reviennent à 11 000 € de l'hectare, voilà, chez le producteur qui a demandé un peu des options particulières pour augmenter sa rapidité de pose des halte carpo et également son matériel de désherbage mécanique. Ok, merci Axel. Donc c'était le dernier système ferme. Maintenant, on accueille Daniel Pléné de l'INRA d'Avignon. Donc tu vas nous présenter un système XP en pêche. Bonjour. Donc là, juste une petite présentation du réseau EcoPêche, donc qui vise à concevoir et évaluer des vergers de pêche nectarine qui soient économes en produits phytosanitaires. C'est un réseau qui est constitué de 7 partenaires avec 7 sites expérimentaux, 8 essais systèmes. Et dans chaque site, en fait, il y a toujours au moins 2 systèmes qui sont testés, un système de référence et un système économe en produits phytosanitaires. Donc je vais faire un focus sur le dispositif de l'INRA Avignon et en m'intéressant particulièrement donc, au système économe numéro 2. Au système économe numéro 2. Donc ici, les choix de plantation qui ont été faits au moment en 2013 dans ce système, c'est donc une variété rustique, mais de nectarine blanche qui arrive à maturité entre mi-juillet et fin juillet. Mais on a eu la même variété sur l'ensemble des systèmes. Par contre, on a donc choisi de prendre une forme un peu plus plate que d'habitude, hein, qui est le double Y. Donc on a fait du simple Y oblique et en densifiant, en passant à 900 arbres hectares, donc qui est une densité un peu plus élevée que d'habitude.
Aussi un choix au niveau structurel avec un goutte-à-goutte enterré et installation d'infrastructures agroécologiques à base de haies composites et de bandes fleuries. Donc, les objectifs du système Econome 2, c'est produire des fruits pour un circuit de commercialisation long, avec 0 herbicide, une réduction de 50% des IFT chimiques, une augmentation, si possible, de la qualité des fruits et maintenance de la marge. Alors, les leviers d'action qui ont été mis en œuvre, c'est à peu près ceux qui ont été déjà présentés. Hein. Donc, je vais commencer par, ici, en fait, la forme fruitière et la densité. Ensuite, on a utilisé de la bâche tissée pour faire le contrôle des adventices, le goutte-à-goutte enterré et le pilotage assez précis de l'irrigation, de manière à pouvoir contrôler la pression en monilia. Ensuite, donc, on a utilisé comme barrière physique la glu contre les forficules, les installations, les infrastructures agroécologiques pour contrôler un certain nombre de ravageurs. Si possible, quand c'est nécessaire, on se donne la possibilité de faire du piégeage massif contre les forficules. L'utilisation de la confonction sexuelle, des produits de biocontrôle et des méthodes culturales à base de prophylaxie et d'éclaircissage, notamment pour bien positionner les fruits dans la canopée de manière à éviter les contacts entre les fruits. Au niveau de la maîtrise des bioagresseurs, donc, à part l'année 2015 où on a eu une mauvaise maîtrise des bioagresseurs qui a incité à réviser un certain nombre de règles, ensuite on a donc un très bon contrôle des bioagresseurs de 2016 à 2018, mais avec un point de vigilance actuellement sur la montée de la pression en puceron, et toujours on reste très très vigilant au niveau des monilias, puisque là on joue un peu sur le fil du rasoir. Au niveau des IFT utilisés, ici dans le tableau, vous avez les IFT chimiques et les IFT de biocontrôle, bioagresseur par bioagresseur, et c'est des valeurs moyennes pour la période 2015 à 2018. On voit donc que les IFT chimiques passent au total de 21,9 sur le système de référence, à 7,5 sur le système Econome en numéro 2, ce qui représente donc une réduction de 66% des IFT chimiques. Cette réduction a été possible grâce à la substitution avec des produits de biocontrôle, puisqu'on passe de 2,5 à 6,2 sur les systèmes Econome, et en même temps à l'utilisation d'autres leviers alternatifs, notamment donc les barrières physiques comme les bâches tissées, la glu, mais aussi les méthodes culturales comme le pilotage précis de l'irrigation pour contrôler les monilias, ce qui nous permet de faire, au lieu d'utiliser 3 traitements anti-monilia avant la récolte, ici on n'en fait plus qu'un, ce qui nous permet de faire justement le choix de cette impasse. Au niveau des rendements, ici sur la figure, vous avez l'évolution des rendements de 2015 à 2018. Donc on observe donc une perte de rendement en 2015 liée à une mauvaise maîtrise des bioagresseurs cette année-là. Mais par contre, sur toutes les autres années, sur le système Econome 2, on a donc une augmentation des rendements par rapport au système de référence, avec un rendement cumulé sur l'ensemble de la période qui passe de 137 tonnes par hectare comparé à 99 tonnes par hectare sur le système de référence, ce qui représente donc une augmentation de 37%. Cette augmentation de rendement s'explique bien sûr en partie, mais simplement en partie, par l'augmentation de la densité de plantation. Alors ici, vous avez donc les résultats technico-économiques sur la période, alors c'est les valeurs moyennes, sur la période 2015 à 2018, hors coût de mécanisation, et là, on n'a pas encore pris les amortissements de l'implantation du verger. Donc on voit une augmentation des heures totales relativement de 17%. Cette augmentation s'explique aussi par l'augmentation du rendement, mais pas que. Par contre, on a une diminution très forte des coûts de protection chimique, puisqu'on réduit de 70%. Par contre, on a une augmentation des coûts de produits de biocontrôle. Mais globalement, le coût de la protection est diminué sur le système Econome 2. Les coûts de production exprimés en euros par hectare, donc en fait, augmentent de 12% sur le système Econome. Par contre, si on les exprime en euros par kilo de fruits, on a donc une diminution de 9 centimes d'euros par kilo en niveau coût de production, et du fait qu'on a une augmentation élevée du rendement, donc on a un chiffre d'affaires et une marge partielle qui est nettement améliorée. Les objectifs ont été largement atteints. Alors si on fait une analyse quand même critique un peu de ces résultats,
On voit donc en fait qu'il y a un effet très intéressant de la densité de plantation qui accélère la montée en production sur jeunes vergers. Ça, c'est des choses qui sont connues, mais c'était un levier sur lequel on pensait travailler. Mais bien sûr, il faudra vérifier sur le long terme donc le vieillissement prématuré possible du verger. Un autre point qui nous semble intéressant, c'est l'utilisation de l'irrigation comme levier d'action pour contrôler, si possible, la pression en monilia. Et en même temps, il y a une synergie, augmenter la qualité des fruits. Je ne vous ai pas présenté les résultats, mais on augmente aussi la qualité des fruits. Mais par contre, il faut faire attention, c'est que ça demande un pilotage très précis de l'irrigation pour éviter la chute de calibre. Et donc, il faut utiliser des capteurs, des choses comme ça. Alors, ces résultats-là, en fait, ils sont un peu atypiques par rapport au réseau, aux valeurs moyennes observées dans le réseau Ecopêche, puisque globalement dans Ecopêche, on a réduit de 52% les IFT chimiques, mais ça a engendré une perte de rendement moyenne sur l'ensemble du réseau de l'ordre de 20% en termes de rendement commercialisé et une augmentation des coûts de production de l'ordre de 15 centimes d'euros par kilo de fruits. Mais ces résultats ne sont pas liés simplement à une baisse d'IFT sur l'ensemble du réseau. C'est aussi peut-être une mauvaise maîtrise à certains moments. On a voulu jouer trop tôt avec le pilotage de l'irrigation et réduire l'eau et l'azote sur les jeunes vergers, et c'est sans doute une erreur. Donc, en conclusion, il faut donc éviter d'impacter la vigueur dans la phase d'installation des jeunes vergers, puisque ça peut remettre en question le potentiel de production pour le futur. Et par contre, Ecopêche montre bien que de fortes réductions d'IFT chimiques sont techniquement possibles, mais qu'en moyenne, ça nécessiterait une petite augmentation du prix de vente pour compenser les risques de perte. Et cette augmentation de prix de vente serait de l'ordre, par exemple, ici, de 15 centimes d'euros par kilo de fruits. Merci. Ok, merci Daniel. Non. Non. Bien, merci de votre attention. Merci à tous les intervenants, c'était un excellent travail. On va maintenant passer à quelques questions. Voilà, donc pour les questions, merci de lever la main et d'attendre le micro. On va faire passer les micros si quelqu'un veut bien venir prendre les micros et les faire passer. Donc, levez la main, présentez-vous. Et puis, quand vous avez fini votre question, vous pouvez rendre le micro à un de mes collègues de façon à ce qu'il puisse circuler plus librement dans l'Assemblée. Voilà, donc allons-y. Première question qui se lance. Oui, là-bas. Le micro arrive. Il faudrait un deuxième micro. Et branchez-le, je crois qu'il faut appuyer avec un stylo pour qu'il soit branché. Précisez à quel intervenant peut-être vous vous adressez plus particulièrement. Merci, bonjour. François Richard, producteur dans le Maine-et-Loire. Très bien. Donc, le éco-phyto, en tout cas le développement des fermes, des filles qui datent de 10 ans, était dans un contexte un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que essayer de combattre ou de changer un comportement pour diminuer de 25% la consommation d'intrants chimiques, est-ce que ce n'est pas un combat dépassé dans la mesure où aujourd'hui, on nous demande que ce soit les citoyens, les consommateurs, les distributeurs, voire la réglementation, d'interdire complètement les matières actives? Le micro. Merci de votre question. Qui peut répondre parmi nos intervenants? Donc la question, si je synthétise, c'est que d'un côté, on demande aux agriculteurs de baisser, c'est bien ça, et que fait le reste de la filière pour arriver à suivre, non? Non, pas vraiment. C'est qu'aujourd'hui, l'évolution du contexte sociétal, environnemental, en 10 ans, il a beaucoup évolué. Oui. Et aujourd'hui, nous qui sommes producteurs, on est confrontés à des cahiers des charges clients qui vont bien au-delà de la réduction des phytos, puisqu'il n'en faut plus. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y a toujours une vocation à maintenir un réseau défi? Et est-ce que présenter du bio, c'est pas un mélange des genres avec une réduction phyto? Comme je reprends le micro, j'en profite pour reposer une deuxième question. Et notre combat, est-ce qu'il est audible vis-à-vis de l'ensemble des citoyens, des distributeurs dont j'ai parlé tout à l'heure? Ok, voilà. C'est bon. C'est bon. Merci. Ouais. Disons que dans la question, il y a est-ce que le réseau défi donc, a encore un intérêt si la demande de la société est largement au-delà de ça?
Donc je pense qu'il y a, enfin, je sais pas, il y a peut-être un brin de provoque dans la question. Je ne sais pas si la demande de la société est à ce point-là. Enfin, si on écoute les médias, effectivement, c'était un petit peu l'objet de l'introduction de Daniel Sauvêtre. C'est un petit peu ce qu'on pourrait être amené à penser si on regarde quelques journaux et quelques émissions de télé. Moi, je pense que l'intérêt d'un réseau comme Défi, c'est justement un petit peu de montrer ce qui est faisable. Je le répète, chez des producteurs qui, au départ, sont quand même, s'ils sont venus dans le réseau, c'est qu'ils sont à plusieurs titres motivés pour baisser les phytos. Donc c'est de voir ce qui est faisable en restant économiquement pertinent, quoi. Après les objectifs sociétaux et tout ça, je sais pas si on peut se baser sur quelques émissions de télé pour les résumer. Mais pour moi, on a essayé de vous montrer les SDC qui vous ont été présentés. Quelque part, c'est ce qui s'est fait de mieux dans les réseaux Défi. Donc, très honnêtement, on n'est pas à zéro phyto, on n'est pas à moins 50%, mais on n'est pas à rien du tout non plus, quoi. On a essayé de montrer ce qui était faisable. Et bon, moi, il me semble que c'est un des intérêts de ces réseaux, justement, de pouvoir un peu mesurer les choses et éviter ce genre de surenchère. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, si on est assez audible, je pense que déjà on est crédible. Et c'était la première des conditions. C'est être crédible autant sur le plan de la réduction que sur le plan économique, parce qu'on n'a jamais oublié dans les présentations de parler des aspects économiques. Donc cette crédibilité aujourd'hui, elle nous est reconnue et c'était pas gagné. Quand on a commencé dans ce réseau, on avait quand même quelques critiques qui disaient oui, ce sont des gens qui sont prêts à baisser les phytos, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de leur chiffre d'affaires? Ils vont avoir des vergers qui produiront plus. Donc aujourd'hui, on a gagné concrètement cette crédibilité et tout le monde nous le reconnaît. Après, communiquer dessus, c'est un autre métier et on est en train de l'apprendre. D'ailleurs, un colloque comme celui-ci aujourd'hui, c'est une façon de communiquer. On a invité la presse, on a invité même la presse hors agricole pour essayer de faire connaître notre travail. C'est une des grandes difficultés du monde agricole de faire se connaître ce qu'elle fait. Elle est souvent plus victime de la communication extérieure qu'elle-même communicante. Mais on en tire des leçons et on sait aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille sur ces aspects communication pour que la société nous entende. On y travaille, je pense qu'on y arrivera. Est-ce qu'il y a une autre question ? On n'entend pas et je pense qu'il n'est pas branché. Alors il faut... Attends, on va prendre un autre micro peut-être. C'est bon, c'est bon. Si, c'est, on l'entend, hein. Oui, ça y est, il marche là. Donc Bruno Collange, je suis producteur dans un établissement d'enseignement agricole, on a 30 hectares en bio. Pour revenir un peu sur le volet technique, on s'aperçoit, si on fait un peu la synthèse des différentes interventions, qu'on a réussi à réduire assez fortement les IFT, soit en passant en bio, soit en améliorant l'efficience des pratiques. Ce qui m'intéresse, moi, dans la démarche Défi, dans notre groupe, dans les PO, c'est l'approche système. On a vu avec l'INRA un système qui semble vraiment fonctionner, assez plurifacteur, avec un travail vraiment sur tous les facteurs de... C'est le maillon faible, ce micro. Sur tous les facteurs de production du système. Qu'en est-il pour l'avenir du réseau Défi, justement sur cette approche système? On a l'impression qu'on patine un peu, qu'on a quand même du mal à trouver des systèmes très innovants finalement, avec des résultats très positifs. Je pense que voilà, la question c'est l'avenir du réseau Défi. Est-ce qu'on va peut-être plus se concentrer là-dessus, essayer peut-être dans la partie Défi XP de mettre en œuvre des XP sur des systèmes vraiment assez différents. On a parlé beaucoup de désherbage mécanique. Là, nous, on est effectivement dans cette problématique-là où, effectivement, dans les charges, il y a la récolte, mais il y a beaucoup, en fait, l'entretien du verger sur le rang. Et voilà, on se pose beaucoup de questions sur ces points-là.
Alors l'entretien du verger sur le rance, ça sera l'objet de... Voilà, vous introduisez presque la séquence suivante. Quant à l'approche systémique, oui, tous les paramètres dans un verger sont en interaction, c'est ce qui en fait sa richesse, mais aussi sa complexité. Et donc effectivement, tous les travaux qui sont menés en expérimentation sont dans cette dimension interactive. Et donc on n'est pas dans l'analytique pure. On a besoin d'analytique pour aller au cœur de chaque problématique, mais après on les met en relation dans une approche globale à la fois technique et économique. Donc oui, c'est presque un soutien ce que vous nous dites et on le prend comme tel, quoi. Et juste, moi je me permets de répondre juste à un petit élément de réponse encore supplémentaire. Dans le réseau XP, là je ne l'ai peut-être pas précisé dans ma présentation, mais c'est un réseau qui était renouvelé. Donc les projets sont repartis en 2018 et 2019 jusqu'à 2023 ou 2024. Et c'est des projets qui ont des ambitions très fortes. Pour tous les projets que j'ai listés, ils ont pris l'ambition de réduire les phytos de au moins 75% pour la plupart. Donc on va vraiment très très loin encore dans l'innovation. Donc oui, dans ce sens-là, c'est une partie de la réponse à la question. Le réseau défi, il a de l'avenir parce qu'en tout cas, il y a déjà ces projets-là. Je ne parle même pas des fermes, mais qui continuent aussi. Mais dans le réseau XP, on est encore parti sur l'innovation supplémentaire pour apporter encore plus de réponses. Alors le temps nous presse, on fait signe. Il nous reste une possibilité pour une question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question sur cette séquence ou on peut continuer? Dites-moi. Voilà une question. Ah, de nouveau, monsieur. Oui, une question plus précise. Comment est calculé l'IFT, tout au moins quel organisme donne les références IFT? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est Merci pour votre réponse. L'IFT, donc ça a été présenté au début par Virginie. Donc l'IFT, c'est l'indicateur donc qui permet d'avoir le nombre de traitements, enfin de produits utilisés sur la saison. Pour faire simple, si vous faites un captane à la dose hectare, ça compte pour 1. Si vous faites un captane plus un IBS, ça compte pour 2, etc. C'est le nombre, c'est pas le nombre de passages, c'est le nombre de produits appliqués à la dose hectare. Donc là, donc il y a une méthode de calcul. Après, des références. Pour l'ensemble des cultures, c'est le ministère de l'Agriculture qui il y a des gens ici, des services stats, qui tous les 4 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, font des enquêtes culturales et établissent donc des moyennes culture par culture et région par région, mais pas sur toutes les cultures. Et pour l'arbo, ça a démarré un petit peu en retard par rapport aux autres cultures. Donc nous, au début, dans le réseau défi, on s'est fait notre propre référence interne au réseau. Et maintenant, depuis quelques temps, on utilise les références du ministère. Mais il n'y a pas de... quand on parle de référence, c'est des moyennes stats régionales, quoi. Alors, ma question est mal posée. C'est qu'est-ce qui classe les produits, qui décide de mettre les produits soit en biocontrôle dans l'IFT ou non? Et quels sont les critères qui déterminent un produit qui rentre dans le calcul ou pas? Parce que ça peut vite changer. C'est vrai que la liste de biocontrôle a évolué depuis, je sais plus, depuis une dizaine d'années que ça existe. Donc, Bertrand, tu serais plus compétent que moi pour répondre. Moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'un produit qui est biocontrôle, quelque part, c'est un produit qui, grosso modo, qui n'a pas de taxe, qui n'a pas de toxicité particulière sur l'homme et l'environnement. En fait, tu peux préciser? Si ça marche, il faut le coller. Non, simplement sans rentrer dans le détail, mais pour en échanger précisément, la liste des produits de biocontrôle effectivement répond à un système officiel, puisque la méthode en fait est calée sur l'étude de l'impact toxicologique, écotoxicologique, donc c'est les 2 entrées, et le système de classification fait qu'aujourd'hui on a une liste officielle qui est mise à jour donc une fois par an. Donc selon une méthode officielle, avec un groupe de travail officiel. Donc composite, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, de l'Écologie et un certain nombre de représentants de la profession. Donc pour compléter la réponse, nous dans les calculs d'IFT, cette liste de biocontrôle, pour faire simple, elle a évolué un petit peu au fil des ans. Donc il y a des produits qui, en 2012 par exemple, n'étaient pas en biocontrôle et qui le sont aujourd'hui. Mais nous, quand on fait des calculs d'IFT au niveau des réseaux défis, on le fait à même liste biocontrôle sur toutes les années, quoi. Sinon, entre guillemets, ça serait trop facile, quoi. Il suffit de faire bouger la liste pour faire baisser les IFT.
Ok. Bon, pour toute autre question, il y aura le repas où on pourra partager. Si vous avez bien repéré les intervenants, vous pourrez les interroger. Si on prend trop de retard, il n'y aura pas de repas. Hein. Ah, s'il n'y a pas de retard. Donc, avant de passer à la séquence suivante, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement tous les intervenants qui ont vraiment montré des choses importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.